Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Endorphine, le 25e, et on est au cœur de l'été, on est le 7 août à l'heure où j'enregistre, et on va parler d'un sujet absolument pas estival, on n'est pas sur un sujet léger, on est sur les gains marginaux. Bon, en soi, il n'y a rien de lourd là-dedans non plus, mais on est au cœur de l'entraînement, de l'optimisation de l'entraînement, et vous allez voir que même si vous n'êtes pas dans l'optimisation exceptionnelle, ça peut quand même vous intéresser. Il y a plein de petits tips qui vont pouvoir être utilisés parce qu'ils ne coûtent pas grand-chose en temps, en énergie, en argent. C'est plein de petites choses de côté débrouille que je voudrais vous amener aujourd'hui. Parce que, à mon avis, j'ai l'impression, en fait, quand j'ai écrit ça, que quand je parle de gains marginaux, eh bien, il y a deux options. Soit vous vous dites, c'est quoi ça ? Parce que vous n'avez jamais entendu parler de ce terme et que ça vous intrigue, ou alors vous n'êtes même pas là, vous n'avez pas commencé à écouter ce podcast parce que vous vous dites aucune idée de ce que c'est, ça ne m'intéresse pas. Si vous êtes un peu curieux, vous êtes ici et vous allez voir que ça va vous intéresser. Et la deuxième option, c'est gain marginal. Ok, il y a marginal dans le titre, donc ça veut dire que c'est pas important et que j'ai pas besoin de m'y intéresser. En réalité, je vais vous montrer qu'il y a une troisième option dans tout ça, qui est que, au final, la somme des gains marginaux n'a rien de marginal. Parce que chaque petit gain, s'il est marginal, si on les additionne les uns aux autres, eh bien c'est là que ça fait une différence. Une différence qui peut être énorme. En tout cas, c'est ce que j'espère vous prouver sur ma prépa marathon. Parce que, comme d'habitude, je suis mon propre rat de laboratoire. Donc, tout ce que je dis ici, ça reste à être vérifié sur le terrain. C'est pas une étude scientifique, donc même si ça marche dans cette prépa, dans tous les cas, ça ne prouvera rien. Mais je me base sur plein de lectures et de choses qui ont déjà été faites ailleurs. Donc il n'y a pas d'improvisation là-dedans. C'est juste essayer de mettre en place le plus de choses qui, mises bout à bout, vont amener un résultat. Voilà, c'est un peu abstrait évidemment, mais vous allez voir que en fait ce que je veux absolument faire, c'est vous expliquer tout ça en détail pour que vous aussi vous puissiez piocher dans certaines techniques que j'utilise pour améliorer votre entraînement. Évidemment, aussi intéressant que soient ces gains marginaux, il faut rappeler avant tout qu'ils passent bien après la base et que ces gains, la base en fait, la base dont on va reparler en intro tout à l'heure, c'est que ce qui n'est pas marginal, c'est ce que j'explique tout le temps depuis 10 ans, donc je vais y en remettre une petite couche pendant 2-3 minutes avant d'entrer dans les gains marginaux. Avant ça, le petit rappel, s'entraîner sérieusement sans se prendre au sérieux. Je pense que vous commencez à connaître ce mantra, je l'aime beaucoup, ça fait 20 ans que je cours et que je l'utilise, enfin plutôt 10 ans avec Running Addict, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'aime faire les choses sérieusement, mais il ne faut pas se prendre au sérieux non plus. On est des amateurs et c'est ça le principal. Donc il faut s'amuser dans tout ça et comme j'ai un esprit scientifique, je m'amuse en testant des choses et en regardant qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas dans mon entraînement. Moi, si vous ne me connaissez pas, je suis Nico aka Running Addict, coureur donc depuis 20 ans, 8 marathons au compteur, un chrono de 2h33 et qui vise 2h30. Mais avant d'en arriver là, je suis passé par toutes les erreurs possibles et imaginables. C'est pour ça que je peux vous en parler en connaissance de cause pour essayer que vous les évitiez. Je suis aussi fondateur de Campus Coach, l'appli running qui vous accompagne dans votre entraînement pour vous faire éviter les erreurs. C'est un fast track de la progression et vous allez faire tout ce qu'il faut, contrairement à ce que j'ai pu faire il y a quelques années. Ici, on est sur Endorphine, le podcast qui est conçu pour vos entraînements. Je vous partage ma passion de la course à pied, mon expérience de coureur et celle des personnes qui m'inspirent. On va se motiver tous ensemble à courir, même si on est au cœur de l'été, que c'est la période compliquée pour certains parce qu'il fait chaud, parce qu'il y a des tentations un petit peu partout. Mais on va en parler justement de ces tentations. Le sommaire, très simple. 4 petits chapitres. La frontière entre excellente forme et le chaos, elle est fine. Ensuite, on va parler évidemment de nos gains marginaux, mais je vais d'abord commencer par parler des gains non marginaux et je finirai par un petit speech léger sur la prophétie autoréalisatrice dans son bon côté. On dit souvent que si on n'y croit pas,
eh bien on n'y arrivera pas. Moi je suis convaincu que si on y croit très très fort, on se donne aussi les moyens d'y arriver. Avant ça, si je parle de mon entraînement actuel, tout va bien. Voilà, je ne vais pas en parler longtemps, je ne vais pas vous faire un débrief, je vais juste vous dire que ma forme actuelle est excellente et que en fait, je me suis jamais aussi bien senti à 10 semaines d'un marathon. Souvent, c'est la période où je galère un petit peu, l'entraînement devient plus difficile, moi je ne suis pas encore en forme et je galère à enchaîner ces semaines-là. Et là, je vole sur des semaines qui sont à 115 km et qui sont jonchées de fractionnés et de sorties longues qui sont quand même assez costauds maintenant puisqu'on a attaqué les sorties longues de plus de 2 heures. Donc c'est costaud. Et si je reprends un petit commentaire que Tristan m'a mis pas plus tard que ce matin, c'est très très grave le niveau que tu as là à l'entraînement. Donc oui, c'est ce que je me dis aussi. Maintenant, c'est dans 10 semaines le marathon. Donc, faut pas être en forme trop tôt. Je pense que j'ai encore de la marge de progression. Donc, c'est ça qui est cool. Je me sens en forme, mais je peux être encore plus en forme. Et par contre, là où il faut faire attention, c'est que pour moi, je suis convaincu que la frontière entre ce « je vole » et « rien ne va plus », au final, elle est extrêmement fine. Pour moi, l'expression « la goutte d'eau qui fait déborder le vase », elle n'existe pas pour rien. Et je pense qu'on se rend pas compte à quel point on peut passer d'un côté ou de l'autre de cette frontière en fonction d'un seul élément qui change dans notre vie. Des fois, il faut qu'un petit détail qui va faire déraper tout le reste et on s'en rend pas compte. On a l'impression qu'en fait tout va bien ou tout va mal. Là, je pourrais dire tout va bien dans mon entraînement, ça veut dire que je gère tout bien. Forcément qu'il y a des trucs que je gère pas parfaitement. Et inversement, quand ça va pas, faut pas se dire je gère tout mal, il y a rien qui va. Souvent, c'est quelques petits détails, quelques éléments qui vont faire que notre curseur passe du ça va bien à ça va pas bien. Bref, ce qu'on va faire justement avec ces gains marginaux et non marginaux, c'est essayer d'un peu de regarder tout ce sur quoi on peut avoir un petit impact et donc essayer d'en avoir un impact, d'être acteur de notre entraînement. C'est ce qui fait qu'on va réussir bien souvent. C'est pas les séances en elles-mêmes, c'est tout ce qu'on fait autour aussi qui va avoir un impact sur la progression et la forme. Voilà, donc avoir un entraînement adapté à notre contexte, c'est primordial. Mais après, il faut aussi donner du nôtre pour s'aider. Il faut s'aider à réussir. On peut pas juste subir, entre guillemets, en suivant l'entraînement, comme si de rien n'était. Il faut faire les efforts pour réussir. Donc, ça m'amène aux gains marginaux, qui sont les petits détails pour s'aider. Mais en fait, il faut d'abord commencer par les gains non marginaux, parce que je ne veux surtout pas que quelqu'un se méprenne en écoutant cet épisode. La base est dans ce chapitre, ce premier chapitre où je vais vous parler des gains non marginaux. 90% du travail, il est là. Les gains marginaux, c'est bien, mais c'est le 10% de bonus qui peut nous donner une petite marge, une petite progression en plus. Et autant vous dire que quand on vise un 2h30 au marathon et qu'on sait à quel point on est proche de sa limite, que c'est compliqué, le 10%, c'est lui qui peut faire la différence. Mais avant ça, il faut être bon sur le 90%, sinon ça ne sert à rien de travailler sur les gains marginaux. Je le répète. Donc pas de miracle. Qu'est-ce qu'il y a dans ce 90% ? Une motivation à la base. Il faut être impliqué dans son entraînement à 100%. Et ça veut dire savoir pourquoi on le fait, être dans un objectif qui nous fait vraiment rêver, qui nous donne envie, qui nous motive à aller tous les jours à l'entraînement. Et après, pendant, il ne faut pas avoir un mental de chips à la moindre difficulté. Mais moi, j'ai remarqué que plus l'objectif m'intéresse, me motive et me fait rêver, entre guillemets, plus c'est facile d'avoir le mental à l'entraînement. Si je prends le reste de l'année, la première partie de l'année, je ne m'étais pas vraiment mis d'objectif. Il y avait le petit 10 km, le petit semi peut-être que j'avais prévu à Zurich. Mais toute la première partie de l'année, je n'avais pas de réel objectif. Et dès que c'était dur, j'avais du mal à passer outre le fait que c'était dur. Là, je suis sûr que les séances sont pas plus simples, peut-être même plus dures que celles que je faisais cet hiver. Et pourtant, j'arrive sans problème à les finir, à aller dans cette zone de
Oui, il faut faire avec et du coup, paradoxalement, ça me paraît moins dur. Mais c'est vraiment une sensation et ça, c'est lié à la motivation qu'on a pour atteindre notre objectif. Point numéro 2, il faut la discipline. La motivation, c'est bien, mais au quotidien, ça suffit pas. Il faut aussi la discipline pour ne louper aucune séance, ou presque. Évidemment, il peut y avoir des exceptions quand on n'a pas le choix, il y a des impondérables, mais il faut essayer de louper le moins d'entraînement possible. Ça, c'est la discipline. Même quand on est fatigué, qu'on a envie de rester au lit, comme moi ce matin, il faut y aller. J'ai couru 1 heure. C'était pas l'heure la plus facile que j'ai eu à faire parce que je suis en 4e semaine de cycle d'entraînement. Oui, normalement on fait des 3+1. Moi je suis à 4+1 actuellement parce que il y a le marathon pour tous à la fin de la semaine. Je fais le 10 km et je sais que ça va prendre de l'énergie cette journée dans tous les cas parce que c'est le soir, il va y avoir plein de sollicitations. Ça va être très cool, mais on a choisi avec Tristan de décaler la semaine de récup après cet événement parce que c'était plus logique comme ça. Donc, mais ça m'oblige à faire une petite semaine intense en plus. Bref, la discipline. Il faut être là, quoi qu'il arrive, on donne ce qu'on a à donner ce jour-là. Si c'est un peu moins que la séance et qu'on n'a pas l'énergie pour faire à bloc, on prend un cran en dessous, mais on y va. On ne se pose pas la question, on a la discipline. Ensuite, un autre gain non marginal, là, c'est plus compliqué parce qu'on va parler de récup entre guillemets, mais j'ai pas mis ça sous le côté récup, j'ai mis ça sur le côté courage. Parce qu'en fait, on est en été, on a plein de sollicitations et pour moi, il faut le courage de refuser certaines choses au profit de sa récupération et donc de son entraînement. Parce que je le dis souvent, la récupération, s'entraîner, c'est régresser et c'est la récupération qui fait progresser. Donc au final, il faut être bon sur la récup et sur les bases en particulier qui sont le sommeil, la nutrition et la gestion du stress. Donc après, les petits détails, j'ai hésité à les mettre dans les gains marginaux justement parce que c'est des détails qui vont s'additionner les uns aux autres et qui vont permettre d'avoir une meilleure récup. Et je l'ai mis ici parce que pour moi, ce ne sont pas des gains marginaux, c'est bien plus que ça. Et si je pense sommeil en particulier, c'est compliqué. Là, moi je suis un fan de sport, il y a les JO et il y a des finales souvent qui sont après 22h, je les regarde pas. Et je les regarde le lendemain matin en replay parce que j'ai besoin d'avoir mon quota de sommeil si je veux faire une belle séance le lendemain matin. Et ça, c'est un choix compliqué à certains moments. Oui, je dois être en train de dormir à 22h30 si je veux faire une belle séance le lendemain. J'ai un chronotype qu'on appelle lion, c'est-à-dire que moi, quel que soit ce qui se passe le soir, je vais me réveiller entre 6h et 7h. Tous les jours. Même si vous me faites me coucher à 3h du matin, il y a de grandes chances que je me réveille à 7h. C'est comme ça que je fonctionne. Donc en fait, la seule manière d'impacter positivement mon sommeil et donc ma récup, c'est dans le sens de me coucher plus tôt. L'inverse, ça ne marche pas pour moi. Peut-être, pour beaucoup, ça fonctionne en fait. Mais déjà, il faut pouvoir, parce que si, avec le travail, vous êtes obligé, dans tous les cas, de vous lever à 6h30, vous avez la même problématique que moi. Si vous commencez plus tard et que vous êtes capable vous avez la possibilité de vous lever à 8h, là, vous pouvez gagner 1h30. Donc, potentiellement, vous pouvez vous coucher un peu plus tard le soir aussi. Mais, dans tous les cas, il faut avoir son quota de sommeil. Et je le répète, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais comment connaître son quota de sommeil nécessaire ? Ne pas mettre de réveil. Tout simplement, il faut se coucher suffisamment tôt pour réussir à se réveiller le lendemain matin sans réveil. Donc, si vous avez du retard de sommeil, que vous êtes bien décalé, ça va vous prendre un peu de temps. Mais en général, on arrive à trouver son besoin en sommeil naturel sans avoir de réveil. Et tout le monde devrait plus ou moins fonctionner comme ça parce que le sommeil, c'est la vie. Et je dis ça, c'est pas uniquement le sport, c'est la vie en général. Plus on avance dans les recherches, plus on se rend compte à quel point c'est important et plus on devrait y mettre d'importance. Bref, c'est pas un podcast sur le sommeil, on pourrait y revenir, mais vous savez que j'y tiens beaucoup. Maintenant, dans les autres gains non marginaux, l'alimentation.
évidemment. Alors ça, c'est difficile parce que vous avez sûrement l'impression que je mange hyper sérieusement tout le temps. Ça n'est absolument pas le cas. Je mange plein de choses qui ne sont pas bonnes, mais en petite quantité. J'ai toujours ma règle que j'essaye de respecter qui est le 80-20. 80% équilibré, 20% on peut se faire plaisir. Parce que ce 20%, il est important dans l'aspect psychologique qui est primordial dans l'entraînement. Il n'y a pas que la récup physique, il y a aussi le psychologique. Et si on mange 80% équilibré et 20% un petit peu plaisir, il n'y a pas de problème, le corps il va être capable de bien l'encaisser. Quand je dis plaisir, ça ne veut pas dire être totalement dans des trucs horribles non plus, évidemment, mais c'est se faire plaisir. Pas refuser la petite glace qu'on va aller manger à la plage, je sais pas, enfin plein de petits détails qu'on peut avoir. Mais quand je dis équilibré, le 80% c'est manger ses fruits et légumes tous les jours, essayer d'en intégrer au maximum dans ses repas, éviter les produits transformés, ça c'est la base. Ou alors vérifier sur Yuka en fait, parce que il faut aussi se méfier des idées reçues. C'est pas parce que c'est emballé et que c'est vendu en supermarché que c'est mauvais. Il faut pas être extrémiste. Il y a des trucs qui sont très bons, qui sont en supermarché. Et je vais pas donner d'exemple ici parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais attention non plus à pas se tromper. Il faut pas manger tout brut tout le temps parce qu'on a une vie, on n'a pas forcément le temps de faire tout le temps à manger, de passer 1 heure en cuisine pour ça. Donc il faut aussi être conscient qu'on peut manger correctement en utilisant les produits surgelés comme chez Picard par exemple pour faire plein de trucs. Bref, si je vais au resto par exemple, une autre option, je vais essayer de regarder les options que j'aime et qui sont saines. Et là, si j'en trouve une, je vais pas hésiter. Typiquement, la semaine dernière, je suis allé manger en groupe le midi, je vois un burger frites. Qu'est-ce que je vois aux lignes d'en dessous ? Un petit poké saumon préparé maison avec plein de bons ingrédients. J'oublie, je sors tout de suite de ma tête le burger et je passe en mode non, ça sera le poké parce que y a plein de bonnes choses et de meilleures choses pour mon entraînement. C'est des détails, mais j'essaye de le faire. Je ne m'interdis pas le burger évidemment une fois de temps en temps, mais si je trouve une option saine et que ça me va, je la prends. Ensuite, un point qui pour moi est hyper important pendant l'entraînement marathon, c'est le zéro alcool. Parce que plus la science avance et plus on se dit que ce gain n'a rien de marginal, car l'alcool impacte plein de choses dans le corps et en particulier la qualité du sommeil. Donc j'ai déjà parlé du sommeil, c'est bien de dormir son quota en heures, mais en fait la qualité de son sommeil est au moins aussi importante que le temps. Je dirais même plus importante. Vaut mieux dormir 6 heures hyper qualitatives que 8 heures où on a un sommeil hyper agité. Et l'alcool, c'est un peu l'effet que ça a, c'est que ça perturbe la qualité du sommeil, ça diminue la quantité de sommeil profond, de sommeil paradoxal et du coup, sommeil moins réparateur. Voilà, et puis après, vous pouvez mettre un petit peu toutes les activités que vous voulez dans la récup en fait, puisque la récup c'est gestion du stress. Qu'est-ce qui fait qu'on a moins de stress ? C'est moins d'activité, plus de repos, et du coup ça, c'est à vous de placer le curseur où vous voulez pour orienter au mieux votre récup quand vous en avez besoin. Voilà, j'avais dit que je prendrais 3 minutes pour parler des gains non marginaux, c'est perdu, je pense que j'ai fait 10 minutes là-dessus. Mais bon, c'est la base, c'est important, c'est toujours bien de faire un rappel. Désolé si ça a été un petit peu long pour vous, mais maintenant on va passer au cœur du sujet, les gains marginaux. Je suis sûr que vous vous demandez un petit peu qu'est-ce que j'appelle des gains marginaux. Alors déjà de base, d'où vient ce terme ? C'est une théorie qui a été développée par l'équipe de Grande-Bretagne de cyclisme sur piste dans les années 2000, vers 2008, quand ils étaient en train de se préparer pour les prochains Jeux Olympiques qui étaient à Londres. Leur but, c'était de tout gagner là-bas. Et ils ont tout mis en place pour y arriver. Et ils ont réussi. Spoiler, ça a été les premiers en fait à mettre en place plein de détails qui, mis bout à bout, augmentent la performance. Et voilà, ça a bien marché. Moi, quand je vous parle de gains marginaux, évidemment, je parle de choses légales. Le reste, de toute manière, vu qu'il n'y a pas de preuves, c'est de la spéculation. Donc, je ne suis évidemment pas là-dedans.
Qu'est-ce que je veux dire par gains marginaux? Je vais vous lister un petit peu tout ce que j'ai en tête. J'en ai sûrement oublié, mais il y aura déjà une bonne base. Et le premier, je vous le donne en mille, faire sa petite séance de mobilité tous les jours. Ça prend 5 minutes, c'est non négociable parce que c'est tellement précieux. Je vais vous retourner d'ailleurs une vidéo sur la version 2024 de ma routine car je l'ai fait évoluer. Et franchement, à chaque fois que je la fais avant d'aller courir, ce petit 5 minutes, il fait tellement de bien pour ouvrir les hanches, pour aller activer un peu les articulations, ça diminuer les tensions, notamment en massant mon mollet, ce qui va détendre ma voûte plantaire. Enfin bref, tout un tas de choses qui me permettent d'aller courir, d'enchaîner les kilomètres sans douleur. Pour moi, c'est primordial. Après, qu'est-ce qu'on peut aller faire d'autre? Je vais vous parler de plein de choses, mais la récup. Vous me voyez souvent, en tout cas, je poste de temps en temps des stories où je suis dans mes bottes de pressothérapie après les séances. Pourquoi? Parce que ça me prend zéro énergie de faire ça. Je me pose dans le canapé, je me mets dans les bottes, je peux travailler si je suis en semaine, je peux regarder la télé si c'est le week-end, être devant les JO. Du coup, est-ce que l'effet est énorme? Non. On est vraiment dans le 10%, les petits pourcentages bonus en termes de récup. Mais dans tous les cas, ce que je dis souvent, c'est que ça peut pas faire de mal. Dans le pire des cas, ça fait rien. Et dans le meilleur des cas, j'en suis quand même assez convaincu, ça a un effet positif sur la récup. Donc même si c'est 1%, je le prends. Parce que dans tous les cas, ça n'a aucun impact. Ça ne me fait pas perdre de temps ou d'énergie dans la journée. Donc en déplacement, je ne vais pas avoir les bottes parce que ça prend beaucoup trop de place. Donc souvent, je pars avec mon petit kit d'électrostimulation de voyage, la toute petite mallette Compex Mini. Et du coup, je vais faire un peu de récup active aussi avec cet outil-là. Donc ça, c'est des petits détails qui vont permettre d'améliorer un petit peu la récup quand on s'entraîne beaucoup en particulier ou après les sorties longues, les séances de fractionnés. C'est là où en fait, vasculariser un petit peu, ça, dans tous les cas, ça fait pas de mal. On pourrait aussi parler de compléments alimentaires. Là, on est sur un gros sujet. Tout le monde ne sera pas d'accord. D'ailleurs, si vous me mettez en face de moi-même il y a quelques années, je vous dirais, il n'y en a pas besoin, il suffit de bien manger et on est tranquille. Je ferai sûrement une vidéo sur le sujet plus tard, donc je ne vais pas aller dans un détail exceptionnel aujourd'hui, mais aujourd'hui j'ai changé d'avis. Pour moi, je supplémente sur plein de choses parce que, en fait, tout ce qui pourrait manquer, je préfère en prendre en plus pour être sûr de ne pas manquer. La question et la remarque que vous pourriez faire, c'est mais est-ce que tu en as vraiment besoin? Parce qu'en effet, l'alimentation, ça amène plein de choses. Alors oui, l'alimentation, ça amène plein de choses, mais l'alimentation moderne, elle est beaucoup plus pauvre que ce qu'elle était il y a 50 ou 100 ans, parce que la terre qui cultive est beaucoup plus pauvre. Donc, on a moins de nutriments à récupérer dans l'alimentation moderne. Et de deux, il faut manger parfaitement équilibré, varié. Il faut faut vraiment être très très bon sur sa nutrition. Et je vais vous le donner en mille. Je suis pas exceptionnel sur cet aspect-là. Je mange correctement, mais j'ai pas le temps de penser à faire les bons petits plats, les bons petits trucs. Et c'est pas ma grande passion non plus. Donc je sais que je manque de certaines choses. Si on ajoute à ça le fait qu'un gros entraînement, naturellement, ça appauvrit notre corps en tout un tas de choses. Personnellement, aujourd'hui, mon point de vue, c'est que soit j'en manque, et du coup, me complémenter, ça va beaucoup aider, soit j'en manque pas, et je tomberai pas dans le surdosage, parce qu'on est sur des dosages très limités. Ce que je prends, c'est une marque qui travaille bien les choses, et du coup, je prends zéro risque, à part de perdre une partie de ce que j'ai pris en complément dans mes urines. Voilà. Donc, soit je gagne, soit je ne perds rien. Donc, pour moi, oui, ça coûte un peu, mais je préfère ça que de manquer de certaines choses et que du coup, ça ait un effet sur mon entraînement. Donc, peut-être que dans quelques années, j'aurai encore changé d'avis là-dessus, mais pour l'instant, c'est mon point de vue et je pense que ça aide à un moment ou à un autre. Voilà. Point suivant. On va continuer sur un aspect nutrition qui est pour moi assez important. C'est je prends un gel sur chacune de mes séances de fractionnés, même si en théorie, j'en ai pas besoin. Pourquoi ?
Mes séances durent 1 heure. Donc en 1 heure, on n'a pas le temps de totalement cramer ses réserves de glycogène. Donc en fait, on n'a pas besoin de prendre un gel pour les reconstituer. Les gels, c'est ce qu'on utilise sur le marathon pour être sûr d'aller au bout du marathon sans cracher parce qu'on n'aura plus de réserve d'énergie. Là, sur une séance de fractionné, c'est pas nécessaire. Mais on sait très bien que ce petit gel qu'on va prendre et le goût sucré qui va aller avec, en fait, il va y avoir à la fois le goût sucré dans la bouche qui va envoyer un signal au cerveau de « Ah, il est en train de manger du sucre », et après, ça va descendre dans l'estomac et il va y avoir d'autres signaux qui vont être envoyés de « Ah, il nous a donné du sucre ». Et ça, en fait, ça donne un boost au cerveau. En fait, ça donne pas un boost au cerveau, ça dit au cerveau qu'il va pas manquer dans le futur de sucre et donc il va nous laisser utiliser le maximum de la performance qu'on a dans notre corps. Sinon, naturellement, dès qu'on utilise nos réserves de glycogène, le corps va tranquillement nous brider pour essayer de nous faire ralentir avant de manquer de réserve. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc c'est un petit trick qui va permettre de durer plus longtemps et de réussir à tenir ses intensités plus longtemps. Bon, je l'utilise aussi parce que certaines séances, je les fais à jeun le matin, mais ça, on va en reparler plus tard. Là, du coup, ça devient beaucoup plus indispensable à ce moment-là. Gut training. Alors ça, c'est un sujet, c'est pareil. Est-ce un gain marginal ? Pour certains, non. Pour moi, oui. Je m'explique. Le gut training, c'est entraîner son estomac, son système digestif, à tolérer les glucides et à les digérer en courant. Parce que quand on court, le sang, au lieu d'être dans le système digestif, il va vers les muscles et il y en a beaucoup moins qui permet cette digestion. C'est pour ça qu'on prend des gels et des boissons hyper sucrées, hyper simples pour que ça soit le plus digeste possible. Mais le principe du gut training, c'est que même si... je ne sais pas pourquoi j'ai commencé cette phrase comme ça. Le principe du gut training, c'est que notre estomac, on a besoin de l'entraîner à digérer ses glucides à l'effort. C'est pas naturel. Donc, si vous me dites aujourd'hui, ah mais moi les gels, j'arrive pas à les digérer, du coup je prends rien, je vais vous dire, ok, c'est normal. Personne n'aime prendre des gels. C'est pas un plaisir de prendre des gels pendant l'entraînement. Donc en termes de goût, je connais personne qui dit « Ah, moi je suis trop content d'aller prendre un gel ». Peut-être sur le premier éventuellement quand on a pris celui qui nous plaît le plus, mais dès le deuxième déjà on en a beaucoup moins envie. Bref, ce qui est important c'est de se dire que pendant les entraînements, en particulier les sorties longues, quand elles vont dépasser les 1h30, 1h45, qu'on apprend à son corps à digérer des glucides à l'effort. Ça c'est pas un gain marginal parce que si vous n'êtes pas capable de prendre, je dirais 40 à 50 grammes par heure de glucides sur votre marathon, forcément vous allez le payer à un moment. Parce que vous allez dépenser beaucoup plus de calories que ça de toute manière pour courir. Le 40 à 50 grammes par heure, ça fait 5 x 4, 20, ça fait 200 calories, alors que vous allez peut-être en dépenser entre 600 et 800 par heure. Donc dans tous les cas, vous allez en manquer à la fin de la course. Ça, c'est juste pour essayer d'aider notre corps à en manquer le moins possible. Et ça va avoir un énorme effet psychologique. Enfin, en gros, encore une fois, le cerveau va vouloir nous ralentir au bout d'un moment quand il va manquer. Et du coup, on a besoin de lui donner le plus de glucides possible pour lui dire « T'inquiète, je vais t'en donner tout le long au maximum, comme ça tu vas pas manquer ». Et là, on arrive à une frontière où on peut tenir 42 km sans avoir ce mur énergétique. Voilà, j'ai résumé un petit peu ça. Et du coup, ce n'est pas un gain marginal de réussir à arriver à 40 à 50 grammes par heure. Pour moi, c'est un impondérable pour ceux qui veulent faire des longues distances. Maintenant, pour moi, ça devient un gain marginal parce que sur mes derniers marathons, j'étais déjà entre 75 et 80 grammes par heure, ce qui est très bien. Là, je suis en train de travailler pour passer de 80 à 90 grammes par heure, ce qui potentiellement peut m'apporter encore plus. Rien de sûr, mais la théorie dit que plus on prend de glucides, plus on arrive à être performant en fin de course. Donc, j'ai envie d'essayer de maximiser ça et je le fais pendant mes sorties longues. Je travaille là-dessus. Vous pouvez le voir sur Strava. Je note ce que je fais dans mon gut training. Donc, à chaque sortie longue, vous pouvez voir le détail de ce que j'ai fait.
Et j'en reparlerai sûrement dans un épisode dédié de podcast d'ici quelques semaines, quelques mois, pour vous donner ma stratégie complète là-dessus, si ça vous intéresse. Maintenant, autre sujet, là on va être dans un truc beaucoup plus terre à terre. Quelque chose d'important quand on s'entraîne, eh bien c'est d'équilibrer, quand on s'entraîne beaucoup, c'est d'équilibrer son système nerveux. Parce que dans la vie, dans l'entraînement, dans tout ce qu'on fait, on va avoir tendance à beaucoup activer notre système nerveux sympathique. Le fight or flight, celui de l'action, celui d'être vraiment dans le moment, d'être capable d'être hyper réactif à tout. Ça, celui-là, il est un peu trop activé pour beaucoup de monde dans la vie moderne. Moi, le premier, je suis comme ça. En plus, je suis un hyperactif, donc, mon système nerveux, il est souvent en PLS. Pas en ce moment. Pourquoi ? Parce que je fais attention à, comme je dirais, aérer mon cerveau, à essayer d'aller justement me remettre dans le parasympathique, dans celui du calme, du repos, de la récupération, de la zénitude. Et du coup, en ce moment, c'est l'été, c'est très simple de le faire. Parce qu'il fait beau, une fois que j'ai fini ma journée de travail, je sors, je vais faire un tour, je suis à côté de la plage, j'ai de la chance, je vais me poser, je vais écouter le bruit des vagues, potentiellement manger dehors, sans téléphone, juste à relaxer. Et ça, ça fait un bien fou au cerveau, ça fait redescendre le côté sympathique, ça ramène du côté parasympathique et ça permet d'être beaucoup plus zen et ça permet aussi de mieux dormir après. Donc tout ça, c'est un cercle vertueux de choses positives. C'est beaucoup plus dur en hiver de faire ça parce que il fait pas beau, il faut sortir avec son gros manteau, sa capuche, il pleut, il y a du vent. J'essaye de le faire en hiver. En tout cas, je vais essayer de maintenir ça l'hiver prochain parce que je pense que c'est primordial. Je vais peut-être pas passer 1 heure dehors le soir, peut-être que ça sera juste 15-20 minutes, mais essayer de maintenir ça, c'est vraiment pas mal. Dans les gains qui sont marginaux à mon avis, mais qui, de mon côté en tout cas, ont un vrai impact, il y a le fait d'aller courir au meilleur moment pour optimiser la réussite des séances. Alors, le meilleur moment, il est différent pour tout le monde parce que ça dépend de votre contexte de vie et aussi de votre chronotype, de comment vous fonctionnez. Moi, je vous ai dit que j'avais le chronotype lion, que j'étais réveillé entre 6 et 7 tous les jours et je suis réveillé, mais vraiment réveillé en fait. Moi, une fois que je me réveille, en 5 minutes, je peux être debout et être parti courir. J'ai vraiment ce côté, tout de suite, je suis à 100%. Alors que certains ont vraiment du mal le matin. Chacun son chronotype. Il n'y a pas de bon et de mauvais là-dedans. Je tiens à le répéter parce que souvent, il y a des a priori là-dessus. Mais adaptez-vous à comment vous êtes. Si vous n'êtes pas bon le matin, allez-y le soir. Normalement, si vous n'êtes pas bon le matin, il y a de grandes chances que vous soyez plus du soir. Donc, allez-y plutôt le soir si ça vous convient mieux. Il y a le contexte, donc on ne peut pas faire tout ce qu'on veut non plus. Donc moi, j'arrive à aller courir à 7 heures, ça me plaît bien, je suis rentré à 8, donc ça ne m'empêche pas de travailler derrière. Et du coup, je fais quasiment tout le matin au réveil. Même les séances de fractionné. C'est un petit peu agressif quand même, donc il ne faut pas oublier la routine de mobilité et il faut faire attention aux petits détails, à un échauffement bien progressif quand on est le matin, mais ça se fait. Et notamment, je parlais de gel tout à l'heure, et là, évidemment, je pars à jeun si je pars 5 minutes après le réveil, j'ai pas le temps de prendre un petit déj, mais je prends absolument un gel ou 2 selon la longueur de la séance parce que là, on a beaucoup plus de chances de tomber dans le manque de glucides et la petite réaction qu'on n'aime pas avec ça. Donc, il faut faire très attention. Pourquoi le matin ? Aussi parce que moins chaud, je suis très sensible à la chaleur, donc forcément ça joue sur ma performance. Et pour moi, je parlais du système nerveux, de ma charge mentale que j'ai du mal à gérer depuis des années. C'est pas nouveau, j'en ai déjà parlé pas mal. J'ai beaucoup de choses en tête et du coup, le soir, je n'arrive pas à courir. J'ai vraiment l'impression d'être à côté de mes pompes et c'est très très dur. Alors que le matin, ma batterie mentale, elle est à 100% ou à 80% si j'ai pas suffisamment bien dormi pour en récupérer, mais au moins, elle est au maximum de ce que je vais avoir dans la journée. Donc, c'est le moment où je suis le plus efficace.
chacun, encore une fois, son contexte. Je vous donne un petit peu ma réalité pour essayer de vous aider à vous poser les bonnes questions. Posez-vous la question de comment vous fonctionnez et essayez, si vous pouvez, de vous organiser autour de ça. Qu'est-ce que je fais aussi en été ? Eh bien, je cours dans la tenue la plus légère possible pour ne pas avoir chaud. Essayez de ne pas avoir chaud, évidemment, dans la période, c'est pas toujours simple, parce que la chaleur est un stress qui va potentiellement diminuer la performance sur votre séance. Ça peut aussi permettre sur le long terme de s'améliorer, de s'entraîner à la chaleur, mais en gros, on ne peut pas tout faire à la fois. S'entraîner à la chaleur sur du footing peut être utile pour progresser. S'entraîner à la chaleur sur un fractionné va baisser vos performances sur le fractionné. Donc, si votre but est vraiment de progresser physiologiquement sur ce fractionné, il faut essayer de le faire dans la période de la journée la moins chaude. Je ne vais pas dire la plus fraîche en ce moment parce qu'il n'y a pas de plus frais. Et petit tips, attention, je sais très bien les commentaires que je vais pouvoir avoir là-dessus, mais il y a 2 options quand il fait chaud et en fractionné, si la chaleur est très humide, on est au bord de la mer ici, donc je me retrouve souvent avec des humidités au-dessus de 90%, donc très humide. Et bien là, je vais souvent finir ma séance, ou la deuxième moitié en général, torse nu. En brassière pour les filles. Bref, essayez d'avoir un maximum de peau à l'air libre. Pourquoi quand c'est humide ? Parce que votre peau, si c'est très humide, elle va rester trempée de toute façon, et le vent, ou en tout cas l'air que vous déplacez en courant, va permettre de vous rafraîchir. Donc, on m'a déjà dit, ouais, mais torse nu, c'est moins bien pour refroidir. Il faut garder un t-shirt humide qui va te refroidir. Ça, c'est pas vrai quand la chaleur est humide. C'est très vrai quand la chaleur est sèche. Parce que là, si la chaleur est sèche, de toute manière, votre peau va rester ultra sèche parce que la transpiration va s'évaporer immédiatement. Donc, à l'inverse, si la chaleur est sèche, vous pouvez voir le ratio d'humidité sur les apps de météo. Si la chaleur est sèche, là, vous gardez votre t-shirt qui va garder un peu la transpiration et vous refroidir. Et idéalement, vous mouillez le t-shirt aussi pour vous aider à refroidir encore plus. Je prends des exemples. Je regardais justement tout à l'heure. Le Havre, on est souvent au-dessus de 90% d'humidité le matin. Donc, c'est chaud et humide. Nice, où j'ai été en début de mois de juillet, c'est chaud et humide, c'est encore plus chaud et humide. Donc là, c'est le combo génial de l'humidité. Et en effet, j'étais torse nu très rapidement au bout de 10 minutes sur mes sorties parce que j'étais en surchauffe. Par contre, si vous êtes dans des coins à l'intérieur du pays, je regardais Aix-en-Provence par exemple, là la chaleur est beaucoup plus sèche. Donc, ça dépend vraiment de votre contexte, de où vous vivez et regardez ça. Grosso modo, ce qu'on dit, c'est que la chaleur est humide si c'est au-dessus de 75-80%. Vraiment au-dessus. Et après, ça dépend de la température aussi en fait. Mais plus la température est haute, en gros, plus le combo chaleur-humidité est haut, plus c'est dur. Et si vous êtes à une température haute mais que l'humidité est à 40%, du coup, chaleur sèche, c'est un peu plus supportable. Bref, on n'est pas là pour parler de tout ça en détail, mais regardez ça a quand même une importance. Dans les petits gains marginaux, le choix des bonnes chaussures. Est-ce que c'est primordial ? Non, et je fais exprès de mettre ça dans les gains marginaux. Pour moi, je le dis et je le répète, la chaussure, c'est un gain marginal, ça n'est pas un gain énorme. Mais, maintenant que j'ai dit ça, avoir la bonne paire, celle dans laquelle on est vraiment confortable pour enchaîner les kilomètres, c'est important. Ça va vraiment nous aider à être meilleurs. C'est aussi celle qui va nous donner l'impression d'aller vite en fractionné. Est-ce que ça nous fait gagner des dizaines de secondes ? Non, mais si on a l'impression d'être bien dedans, que la chaussure nous envoie vers l'avant et que ça nous fait courir plus vite, même si l'effet est psychologique, dans tous les cas, c'est important de bien se sentir et on sait à quel point l'effet placebo, il peut être intéressant. Donc, on peut avoir une chaussure pour le footing confortable, une chaussure qui va vite pour le fractionné. On peut aussi en avoir une seule, versatile, l'Endorphin Speed par exemple, que moi j'aime beaucoup et que je pourrais mettre sur 100% de mes entraînements, ou pour un budget plus petit, une Pegasus ou ce genre de chaussure,
qui est pas dégueulasse, hein, ça permet vraiment de tout faire et du coup d'être versatile. Donc voilà, le bon équipement dans tous les cas, c'est celui dans lequel on se sent bien. Et ça marche pour les chaussures, ça marche aussi pour le reste. Avoir un short, un t-shirt, des trucs dans lesquels on se sent bien, c'est important pour bien performer, à mon avis. Dernière petite section des gains marginaux, le footing. On va y passer beaucoup de temps en footing et du coup, on peut faire plein de choses dessus. Je vais essayer de résumer un petit peu tout ce que je fais pendant mes footings à différents moments, évidemment. Je ne fais pas tout dans le même, mais grosso modo, moi j'en fais 6 ou 7 des footings par semaine, donc il y a le temps de tester pas mal de choses. Le premier, c'est une fois par semaine, je cours en Altra Zero Drop. Chaussures très fines pour un travail de pied. Parce que les chaussures modernes, elles sont géniales pour bien amortir, pour nous permettre d'enchaîner les kilomètres, mais on a tendance à avoir un pied qui ne travaille plus, qui n'est plus fort. Donc, une paire de chaussures minimalistes comme ça, une fois par semaine, sur les plus petites séances de la semaine, ça permet de retravailler un petit peu cette qualité de pied. Ensuite, le footing, c'est être intelligent sur l'intensité. Parce que on dit souvent le footing, c'est 75% de fréquence cardiaque maximale. Oui, mais ça, c'est la borne maximale du footing. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut courir tous ces footings à 75%. Évidemment, ça dépend de quelle est votre limite. Si elle est cardio-respiratoire, que votre cardio, vous avez déjà beaucoup de mal à le faire descendre à 75%, bon, écoute, la suite, elle est plus compliquée à écouter. Mais quand on a un cardio qui est en forme, au final, on n'a pas forcément envie d'être à 75% tout le temps. D'ailleurs, je suis très rarement à 75% FCM. Si vous regardez sur Strava, vous verrez que alors mon 75%, il est à 139 BPM et je suis bien souvent autour de 129-130. Donc 70%. Pourquoi ? Parce que mon but sur les footings, c'est de générer zéro fatigue et de garder mon énergie pour les fractionnés et les sorties longues. Donc comme je sais que ma limite, elle n'est pas au niveau du cardio, qu'elle est plutôt dans les jambes, du coup, pour que mes jambes soient vraiment en EF au calme, je descends un cran en dessous mon cardio pour être sûr de ne pas stresser mon corps. À l'inverse, sur les sorties longues, là, c'est justement ce que je veux. Je veux stresser mon corps musculairement. Donc, le footing en début de sortie longue, je le fais en EF max à 75-76%. Bref, vraiment très proche de cette barrière des 75% de FCM pour aller générer une pré-fatigue avant les petits intervalles d'allure que j'ai sur mes sorties longues. Donc, mes footings les plus rapides de la semaine, ils sont toujours en début de sortie longue. En général, j'ai entre 40 minutes et 1 heure. Je suis autour de 4,20 parce que c'est la forme en ce moment, je vous le disais. Et pendant mes footings de la semaine, c'est au plus vite à 4,30 quand vraiment ça roule tout seul. Et ça descend sur du 5 minutes au kilomètre, voire en dessous, quand je suis vraiment sur des sessions faciles de récup parce que je suis fatigué. Donc il faut jouer avec sa fenêtre de F en fonction de sa forme, mais aussi en fonction de ce qu'on a le lendemain pour s'assurer d'être en forme si c'est une séance de fractionné ou une sortie longue. Après, j'utilise aussi les footings pour faire plein de tests. Notamment, en ce moment, je m'intéresse au sujet de la respiration. Je travaille une vidéo, donc vous verrez tout ça dans les prochains mois. Mais j'expérimente la respiration nasale. Est-ce que c'est une aide à la perf ? Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas de certitude là-dessus. J'ai juste des questionnements, donc je fais des tests. Mais encore une fois, comme je parlais des compléments alimentaires tout à l'heure, j'ai pas grand-chose à perdre à respirer par le nez, ou en tout cas à tenter de respirer par le nez. Vous verrez que c'est pas si simple que ça. J'ai rien à perdre à faire ça pendant mes footings, donc c'est une activité, c'est des petits trucs que je teste. Je vous en reparlerai. Maintenant, il y a un petit détail que j'aime beaucoup dans cette prépa et qui est différent de ce que j'ai pu voir dans le passé. J'ai toujours fait mes sorties longues le dimanche. Comme vous tous, à mon avis, c'est un classique. C'est presque une obligation dans le milieu des coureurs. La sortie longue, c'est le dimanche matin, point. Et dans cette prépa, le dimanche, c'est 100% récup. Je ne fais rien. Et au final, c'est pas si mal.
Ça me semblait vraiment bizarre quand Tristan m'a mis ma sortie longue le samedi matin. Et je me disais, c'est bizarre. En fait, comme tout changement de quelque chose qu'on a fait depuis toujours, on est sceptique au début. Et puis finalement, j'adore. Pourquoi ? Parce que sortie longue le samedi matin et récup le dimanche, en fait, ça me fait quasiment 48 heures de récup entre la fin de ma sortie longue et mon footing du lundi matin. Et du coup, ça me permet de vraiment repartir avec des batteries à 100% le lundi pour la nouvelle semaine. Parce que le dimanche, je fais vraiment rien. C'est le mode feignasse totalement assumé le dimanche pour bien récupérer. Et ça a aussi un autre avantage, c'est que, admettons que j'ai pas eu encore besoin de le faire parce que mes semaines se sont bien déroulées, mais admettons que j'ai eu à décaler quelque chose, que j'ai pas pu faire tous les entraînements comme je le voulais, j'ai un joker. J'ai le joker de pouvoir décaler d'une journée tout ce que j'ai fait en mode, ok, j'ai pas pu faire ma séance de fractionné le jeudi comme prévu, elle sera le vendredi. Du coup, je décale au samedi le footing que j'avais le vendredi et je fais ma sortie longue le dimanche. Donc ça permet aussi d'avoir cet avantage, je trouve pas le mot que je veux, mais mentalement c'est un confort en fait d'avoir cette possibilité de décaler et de se dire si ça va pas, je peux toujours faire ça. Voilà, je suis passé à travers toute cette liste. Beaucoup de tout petits trucs. Moi, j'appelle ça des gains marginaux. Je ne sais pas si ça vous aura intéressé. Je ne sais même pas si vous êtes toujours là à m'écouter après 47 minutes. J'espère. Dites-le moi. J'ai vraiment besoin de savoir si ça vous intéresse d'aller dans ce détail. Moi, ça me passionne. J'essaye de trouver un petit peu tous les petits tricks, tous les petits tips qui peuvent permettre d'améliorer l'entraînement. C'est ça ma passion de base, hein. Donc j'espère que ça vous intéresse aussi de l'écouter et que vous pourrez piocher là-dedans pour améliorer votre entraînement. Finissons avec la prophétie autoréalisatrice. Je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, mais je suis convaincu que même si on parle souvent de prophétie autoréalisatrice dans le négatif, dans le sens « je vais pas y arriver », et du coup il faut essayer de ne pas se dire ça avant une course, parce que si on se convainc soi-même qu'on ne va pas y arriver, il y a de grandes chances que quand on soit dans le moment, on n'y arrive pas en effet. Donc il faut absolument éviter de rentrer dans ce cercle négatif où on se serre la main soi-même en mode « je vais pas y arriver, ok, je suis d'accord avec moi-même, j'y arrive pas ». Oui, c'est normal, c'est le deal qu'on avait scellé avant même le départ de la course. Donc il faut absolument éviter ça. Et du coup, pour ça, il faut se répéter constamment, il faut avoir des messages positifs tout au long de la prépa pour se dire « c'est décidé, je suis convaincu, je vais y arriver ». Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas d'option, c'est « je vais y arriver, point ». Je vais tout faire pour y arriver et je vais y arriver. Et pour moi, si tu dois retenir une seule chose aujourd'hui, au-delà de tous ces gains marginaux, ce que je veux que tu retiennes en fin de podcast, c'est croire en toi, c'est la meilleure chose que je peux te souhaiter. Parce que si tu crois très fort dans les choses, il y a beaucoup de chances que tu y arrives. Parce que, comme je le disais au début, le travail que tu vas faire pour y arriver, évidemment, il faut le faire, mais tu vas le faire avec une motivation, un état d'esprit qui va être bien meilleur, et ça va rendre les choses plus faciles à faire. En tout cas, j'en suis convaincu et j'espère que vous aussi. Donc soyez convaincus que vous pouvez y arriver, que vous allez y arriver et vous verrez que ça rendra les choses plus faciles. Et j'espère que vous m'en direz des nouvelles quand vous aurez atteint vos objectifs. Je vous laisse avec ça et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!